Jacques Chirac en Nouvelle-Calédonie appelle au dialogue et au rejet de la subversion, le FLNKS relativement satisfait. L'écrivain dissident cubain Ricardo Bofill, réfugié depuis 2 jours à l'intérieur de l'ambassade de France à La Havane. En l'an 2000, les Français seront plus vieux, plus seuls, mais auront plus de loisirs. Enquête d'Antenne 2 à partir d'un rapport de l'INSEE. Nous sommes le vendredi 29 août 1986. Cela fait 525 jours de détention pour Marcel Carton et Marcel Fontaine. 464 jours de détention pour Jean-Paul Kaufmann et Michel Seurat. 174 jours de détention pour Aurel Cornéa et Jean-Louis Normandin d'Antenne 2. Et 114 jours pour Camille Sontag. Il reste 7 otages français détenus au Liban. Bonsoir. Le sport français va bien, ça va même très bien pour l'athlétisme français. Une médaille d'argent, je viens de la prendre pour Marie-Christine Casier en finale du 200 mètres dames. Et puis Stéphane Carestan qui rejoint Guy Drut sur le tableau des records européens. Au 110 mètres haies, Stéphane Carestan a en effet égalé le record de Guy Drut. C'était 13 secondes 28 centièmes. Gérard Rolls va vous en dire tout de suite un peu plus sur ce record et cette médaille. Oui, d'abord la très jolie performance du Français Stéphane Carestan dans la demi-finale du 110 mètres haies. Stéphane Carestan pratiquement en tête depuis le départ de ce 110 mètres haies. Stéphane Carestan qui ne fait aucune faute pratiquement, il a tout juste accroché la première. Et Stéphane Carestan qui termine en 13,28. Le chronomètre dira 13,29, en fait c'est 13,28, c'est-à-dire qu'il égale le record d'Europe de Guy Drut établi en 1975 et égalé également par Prokofiev en juillet 1986. Excellent pour Stéphane Carestan. Maintenant nous sommes aux 200 mètres féminins et la question, qui peut battre Heike Drechsler, que vous voyez ici sur l'écran, l'Allemande de l'Est. Elle est recordman woman du monde de la longueur et surtout du 200 mètres. Elle est imbattable aujourd'hui et elle ne sera pas battue. Elle va gagner cette finale du 200 mètres féminin des championnats d'Europe de Stuttgart. Mais derrière, il y a Marie-Christine Casier, la française. Vous la voyez, elle est juste derrière Drechsler, elle était 3e dans le virage, elle terminera 2e et donc médaille d'argent de ce 200 mètres. Évidemment, la joie pour Drechsler, là encore le chronomètre s'est un peu trompé, elle fera 21,71, c'est-à-dire qu'elle va égaler là aussi le record du monde, cette fois de la spécialité. Alors maintenant au ralenti, cette course, Heike Drechsler, départ ultra rapide au milieu de l'écran, vous la voyez à sa droite. Marie-Christine Casier, qui a déjà battu en demi-finale hier le record de France et qui va une nouvelle fois améliorer son record aujourd'hui en établissant un nouveau chrono avec 22,32. Marie-Christine Casier avait remonté l'Allemande Gladisch dans la première partie de la ligne droite. Elle termine donc 2e Casier. Première Drechsler, médaille d'or. 2e la Française, Marie-Christine Casier. 3e Gladisch, l'Allemande de l'Est. Sur la place des Cocotiers, à Nouméa, au balcon de l'hôtel de ville devant des milliers de néo-calédoniens, le chef du gouvernement, Jacques Chirac, a expliqué le but de sa visite dans ce territoire. Il rejette toute menée subversive et veut ouvrir personnellement le dialogue. Illustration de cette volonté, une rencontre avec les indépendantistes du FLNKS, conduit par Jean-Marie Djibaou. Ce dernier s'en est trouvé plutôt satisfait. À Nouméa pour Antenne 2, Pierre Alain et Jacques Aubertin. La Nouvelle-Calédonie est en train de tourner une page de son histoire. Il faut qu'elle se prépare dans le calme et le respect mutuel à franchir l'étape du référendum prévu l'été prochain. C'est le message que Jacques Chirac est venu porter à tous les Calédoniens, quelles que soient leurs opinions politiques, quelles que soient les ethnies. Un message apparemment bien reçu par les indépendantistes du FLNKS. Si aucune concession n'a été faite aujourd'hui sur la composition du corps électoral, la porte du dialogue est, semble-t-il, ouverte. On aurait pu rencontrer la fermeture, on a trouvé l'ouverture pour les discussions jusqu'au référendum. Alors nous sommes partants pour défendre nos positions et nous gagnerons. Est-ce que de part et d'autre, il y a eu un progrès dès ce matin? Je pense, enfin le progrès, c'est que le gouvernement et que le FLNKS aient pu préciser, mais je dirais face à face, les positions. Concertation, oui. Laxisme, non. Le Premier ministre l'a réaffirmé de façon solennelle. La France, au cours de sa longue histoire, a appris que la tolérance et le pardon n'étaient pas un signe de faiblesse.
le gouvernement n'acceptera jamais les menées subversives. Mais je souhaite, personnellement, ouvrir le dialogue avec tous les responsables qui, prenant conscience de l'impasse à laquelle aboutit inévitablement l'illégalité, exprimeraient sincèrement le soin, le souci, le souhait de s'associer désormais à la nouvelle page de l'histoire qui va s'ouvrir ici. Merci beaucoup. En attendant, a dit Jacques Chirac, l'État fera tous les efforts pour relancer l'économie et résorber les déséquilibres sociaux. Il se rendra demain dans plusieurs communes de la Brousse pour concrétiser cette volonté. Le premier secrétaire du Parti socialiste, Lionel Jospin, était aujourd'hui en région marseillaise, un entracte dans sa campagne électorale de Haute-Garonne. M. Jospin a très sévèrement critiqué le projet de découpage électoral préparé par Charles Pasqua. C'est un véritable combat contre les villes de gauche, selon M. Jospin, qui se refuse cependant à dire au président Mitterrand ce qu'il a à faire. Reportage Dominique Lory, Frédéric Pasquette. Le Mistral est-il antisocialiste ? À Marseille, la question peut paraître sacrilège. C'est pourtant l'annonce d'un fort Mistral Force 8 qui a empêché Lionel Jospin de prendre le bateau pour l'île de Frioul, où se déroulait l'université du PS. On a donc remplacé la balade en mer par une promenade sur le vieux port dans la bonne tradition électorale. Et Lionel Jospin, expert en cassoulet depuis qu'il est candidat en Haute-Garonne, en a profité pour admirer la qualité du poisson marseillais, avant de s'attaquer avec fougue au découpage électoral de Charles Pasqua. Une sévère condamnation du projet, qualifié par le premier secrétaire du PS de système vicié et pervers. Le découpage de M. Pasqua a plusieurs objets. Interdire l'alternance à gauche en dérobant avant même l'élection des dizaines de sièges au Parti socialiste. Par ailleurs, mettre le RPR en position de dominer seul, aux dépens de la gauche, bien sûr, mais aussi, dans une certaine mesure, de ses alliés, la scène parlementaire pour l'avenir. Mesdames, Messieurs, cela fait 2 fois en 30 ans que ce parti aux tendances bonapartistes nous fait le coup. Personne ne doit accepter un tel coup contre la démocratie. Satisfaction chez les militants après l'intervention de Lionel Jospin, mais aussi quelques interrogations. Le président de la République a-t-il donné le feu vert pour cette déclaration de guerre, ou au contraire le Parti socialiste veut-il lui forcer un peu la main? À vrai dire, cette seconde hypothèse est peu vraisemblable. Il n'en faut pas plus pour que les militants déclarent que François Mitterrand ne signera pas cette ordonnance. Contre le projet de découpage électoral, le président UDF du Rhône, Jean Paluy, a adressé une lettre de protestation au ministère de l'Intérieur, protestation également de la gauche et de l'UDF en Maine-et-Loire. L'ancien Premier ministre Raymond Barre a quitté sa circonscription de Lyon pour quelques heures en Ardèche, à Imbourg, pour participer à l'université d'été des jeunes démocrates sociaux. Mais M. Barre ne veut pas participer à l'agitation politicienne et à ce qu'il appelle l'intermède politico-institutionnel. Reportage Alain Valentini. Réfléchir sur les grands défis qui marqueront les 2 septennats qui nous séparent de l'an 2000, c'était le thème de cette université d'été des jeunes démocrates sociaux qui prend fin ce soir dans l'Ardèche. 7 ministres, tous les ténors de la politique, les leaders du CDS, Pierre Méhaignerie, leur président en tête, ont pris la parole devant 600 jeunes stagiaires. À noter l'intervention remarquée de Jean Le Canuet sur une candidature unique de l'UDF au présidentiel. Mais tous attendaient Raymond Barre, qui, prétendant conserver le silence qu'il s'est imposé, a tout de même lâché quelques petites phrases significatives. Mes chers amis, comme j'ai décidé de me tenir à l'écart de l'intermède politico-constitutionnel que nous connaissons à l'heure actuelle et d'observer le silence sur ce qui se passe, mon propos sera bref. De surcroît, je n'ai aucun désir de participer à l'agitation politicienne renaissante
à un moment où tant de difficultés et d'incertitudes assaillent les Français. En ces temps d'équivoques, de manœuvres et, je le crains, de confusion croissante, sachons, mes chers amis, mesurer les vrais enjeux de l'avenir. Restons fidèles à nous-mêmes, marchons droit. C'est, j'en suis convaincu, la meilleure façon de servir notre pays et d'aider les Français à sortir d'un individualisme désabusé et d'une indifférence sceptique et à retrouver dans la cohésion et dans la solidarité nationale la confiance et l'espoir. Et dans un entretien publié par le journal Le Matin, l'ancien Premier ministre Laurent Fabius pense qu'un socialiste peut escompter environ 50% des suffrages dans une élection présidentielle. M. Fabius critique la politique de destruction du gouvernement Chirac. Les PDG des deux plus grands groupes sidérurgiques français, Usinor et Sassilor, pourraient démissionner lundi prochain et être remplacés par une seule et même personne. Le rapprochement entre Sassilor, 65 000 salariés, et Usinor, 45 000 salariés, ainsi opéré, permettrait une meilleure coordination des investissements. Assassinat à Marseille de Gilbert Sciaramaglia. Cet homme a été tué ce midi de plusieurs balles dans un bar marseillais par deux hommes qui circulaient à moto. Sciaramaglia avait été inculpé après la mort du juge Michel. Il était en liberté sous contrôle judiciaire. À Marseille pour Antenne 2, Roland Sicard, Gilles Debler. Un véritable travail de tueur. Il est 12h30, deux motards, le visage dissimulé sous leur casque, s'arrêtent devant ce bar où Sciaramaglia prend l'apéritif. L'un d'eux se dirige vers l'arrière de l'établissement et bloque cette sortie de secours. L'autre entre dans la salle et sort une arme de gros calibre. Sciaramaglia tente alors de s'enfuir en passant par la sortie de secours et se retrouve nez à nez avec le deuxième homme qui lui barre la route. Il rebrousse chemin. Cette fois, le premier tueur ne le rate pas. Sciaramaglia est tué d'une balle en pleine tête. Tout s'est passé en quelques secondes. J'ai cru qu'il s'amusait, explique cette femme. Il a essayé de sortir, il y a eu des coups de feu, et puis les autres se sont enfuis en moto. Ce soir, les enquêteurs tentent de savoir pourquoi Gilbert Sciaramaglia a été assassiné. Une piste, l'assassinat du juge Michel, exécuté en octobre 1981. Inculpé en février 82 pour homicide volontaire dans le cadre de cette affaire, Sciaramaglia avait été condamné à 4 ans de prison pour détention d'armes illégales, faute de preuves suffisantes concernant sa participation au meurtre du magistrat. Une première fois libéré, Sciaramaglia reprenait le chemin de la prison en mai 86. Un truand repenti l'aurait désigné parmi les assassins du juge. Libéré une nouvelle fois en juin dernier, placé sous contrôle judiciaire, il a peut-être été assassiné aujourd'hui parce qu'il en savait trop. Le bilan des victimes de la catastrophe du lac Nyos au Cameroun est désormais de 1600 morts et de 600 blessés. Une journée de deuil national a été décrétée par le chef de l'État camerounais, Paul Biya, demain. 3000 personnes sont encore en traitement. De nouvelles émissions de gaz sont possibles, selon Haroun Tazieff. L'aide internationale connaîtrait quelques difficultés pour la distribution. Par téléphone de Yaoundé, le commentaire de notre envoyé spécial, Hervé Brusini. L'aide internationale afflue maintenant ici au Cameroun, et cela ne va pas sans problème. La question principale reste la distribution de cette aide. Les autorités camerounaises n'ont pas donné leur accord à l'atterrissage des avions étrangers sur la piste de Bamenda, qui est la plus proche du lieu de la catastrophe. Raison invoquée, la saturation de l'aéroport, comme d'ailleurs celle des deux autres du pays, à Douala et Yaoundé. De fait, pour donner un ordre d'idée, l'aéroport de la petite ville de Bamenda est de même importance que celui de la capitale du Cameroun, Yaoundé. Les autorités du pays ont ainsi décidé que seuls les appareils militaires camerounais assureraient le relais jusqu'à Bamenda. Les autorités qui semblent quelque peu débordées par l'abondance de la solidarité internationale. Hier seulement a été mise en place l'organe chargé de coordonner les secours aux sinistrés, soit une semaine, jour pour jour, après la catastrophe. En Bolivie, conséquence de l'état de siège décidé il y a 48 heures par le gouvernement, 160 arrestations et les 7000 mineurs qui marchaient vers la capitale La Paz ont été encerclés et repoussés vers leur village par l'armée bolivienne.
L'écrivain cubain Ricardo Bofill se trouve depuis le 27 août dernier dans les locaux de l'ambassade de France à La Havane. Le ministère des Affaires étrangères a confirmé cette information, se bornant à ajouter « L'efficacité de notre action exige la discrétion ». Ricardo Bofill était en liberté surveillée depuis quelques jours. Il a été emprisonné plusieurs fois depuis 20 ans par le régime de Fidel Castro. Son sort rappelle celui du poète Armando Valladares, qui fut libéré après 22 ans de prison sur intervention personnelle du président Mitterrand en octobre 82. Sur Ricardo Bofill, voici le reportage de l'agence Gamma. Depuis la libération sous la pression internationale d'Armando Valladares, un homme à Cuba fait figure d'opposant politique. Fondateur d'un comité clandestin pour les droits de l'homme, il a déjà, sous des motifs divers, passé 13 années en prison et doit encore purger une peine de 15 ans. Depuis août 85, cet homme, Ricardo Bofill, s'est vu accorder un régime de liberté surveillée pour des raisons de santé. Il vit à Guanabacoa, dans la banlieue de La Havane, sous la surveillance de sa propre tante, membre du comité de défense de la Révolution. Il ne fait aucun doute que, ouvertement, à visage découvert, j'ai blâmé le gouvernement et que certains de mes travaux sont des critiques de sa gestion. Mais à aucun moment je n'ai suggéré de renverser le gouvernement ou de lui nuire d'une façon quelconque. Et moi, en tant que citoyen de ce pays, j'ai le droit d'avoir une opinion sur la forme du gouvernement, quel qu'il soit. Je ne m'explique pas cette haine à mon encontre. Parce que vraiment le seul terrain sur lequel j'ai lutté est celui des idées. Et sur ce terrain des idées, jamais il ne me fut répondu. On m'a répondu avec la prison, avec la police, je ne sais pas pourquoi. Parce que la Révolution détient entre ses mains tous les moyens de communication massive. Elle détient les journaux, les journalistes et même beaucoup d'écrivains dans le monde. Je ne sais pourquoi il m'est répondu, et il m'a été répondu à chaque fois par la prison. En tant qu'opposant sur le terrain des idées, je pense qu'ils se doivent de me répondre sur le terrain des idées. Je me suis adressé personnellement par écrit au président du Conseil d'État, Fidel Castro, lui demandant de me permettre de rejoindre ma famille à l'extérieur et pour des raisons humanitaires, de partir me faire soigner. Et à ce jour, cette requête de quitter le pays m'a été refusée. Nous avons pu rencontrer Ricardo Bofill. Est-ce que vous avez peur qu'il devienne un nouveau Valladares? Ricardo Bofill ni nos preocupa. Yo no tengo elementos de juicio para saber lo que hará, lo que no hará. No tengo noticia de cuál es su actitud. Si él lo ha podido entrevistar, me alegro mucho de que lo haya podido entrevistar. Pero el caso de Valladares es una de las más grandes mentiras de esta época. A pesar de eso, ahora con Valladares fuimos generosos, porque el gobierno de Francia se interesó que libertaran a Valladares y ahora el imperialismo tiene un vocero. Pero eso no tiene importancia en una clase. Esos son fuegos artificiales ante la realidad de la historia. No nos preocupa. L'école, c'est sérieux, la télévision, c'est moderne. C'est en gros ce qui ressort d'une enquête menée par Le Point et le magazine Phosphore auprès de lycéens de 15 à 18 ans. Une enquête sur la télé et le lycée pour savoir qui informe ou cultive le mieux. Sachez que 82% des jeunes interrogés regardent les journaux télévisés, qu'ils préfèrent en majorité les programmes d'Antenne 2, ce qui est bien normal, et que Bernard Pivot, avec apostrophe, est le plus apprécié. Explication Claude Crespo, Claude Lucas. Sclérotique blafarde, lèvres qui tressaillent, mains fébriles, les symptômes sont là, ces jeunes sont des accros de la télé. Pourtant, ils ne représentent guère la majorité. Chez les 15-18 ans, 4 adolescents sur 5 passent moins de 15 heures par semaine devant le petit écran. Mais cette image en 625 lignes reste le principal loisir, qu'ils soient myopes ou curieux, très curieux. Nelly, 17 ans, aime la pub, la musique et Miloš Forman. Florence, 16 ans, préfère Manu Dibango, Wim Wenders et Arthur Rimbaud. Anne, la sage, ne rêve que de théâtre et de littérature. Mais comme un jeune sur 4, tous les 3 tombent d'accord pour plébisciter le même homme, Bernard Pivot. Ils apprécient sa chaleur et son enthousiasme à renouveler chaque semaine apostrophe. Et quand on a donné à son idole un tableau d'honneur, y a-t-il désir plus légitime
que de vouloir la rencontrer pour de vrai. Comment expliquez-vous que Apostrophe, émission littéraire, ait réussi à subsister et devenir surtout célèbre dans un monde où l'image est devenue reine? Eh bien, c'est précisément parce que l'image est devenue très oppressante d'une certaine manière que les gens, le public, ressentent un besoin de se ressourcer au livre. Plus l'image sera conquérante dans notre civilisation et plus, d'une certaine manière, le livre en sera l'antidote. Et les gens ont besoin de lire, les gens ont besoin donc de regarder des émissions où l'on parle de livres. Peut-être aussi le succès d'Apostrophe est dû au fait que cette émission est devenue un rituel souvent vu en famille. Mais Bernard Pivot avance une autre raison. J'explique un peu le bon classement d'Apostrophe par, j'oserais presque dire, la pression des professeurs sur les élèves. Et il leur dit certainement, oui, il faut que vous regardiez Apostrophe parce que c'est utile pour votre culture. Est-ce que je me trompe? C'est parfois et même souvent le cas, mais bon, c'est aussi souvent l'influence des parents et la volonté personnelle, je pense. Enfin, il y a son look, décontracté, mais qui n'empêche pas le sérieux. Toutefois, s'il prenait à Bernard le désir d'en changer, voici quelques idées. À la Brassens, avec Pilosité envahissante et Lamartinienne, ou encore cette dernière pour émission branchée. Bon, on en revient au sport et à Stuttgart avec les championnats d'Europe. Finale du 100 mètres haies dames couru, victoire tout à fait logique de la Bulgare Donkova, je viens de l'apprendre, c'est la record woman du monde de la spécialité. Petite déception pour la Française Laurence Eloi qui n'est pas sur le podium. Puis il y avait aussi ce soir le saut à la perche, alors une déception et une satisfaction, toujours Gérard Rolls. C'est Vingron qui rime avec déception. Le Français Thierry Vingron, qui avait choisi de commencer le concours à 5,65 m, eh bien il a eu tort. Un choix trop audacieux sans aucun doute, étant donné les mauvaises conditions atmosphériques sur Stuttgart. Vingron échoue très largement à son 3e essai à 5,70 m. Pas assez d'impulsion, pas assez d'influx nerveux. Vingron éliminé. En revanche, satisfaction pour le Français Philippe Collet. 23 ans, 1,76 m, 63 kg. Philippe Collet passe ici à son 3e essai, 5,75 m. Voilà, au contraire, lui, excellente impulsion. Des bonnes marques, évidemment, une énorme satisfaction pour le jeune Français. C'est son premier championnat d'Europe et son premier concours international de très haut niveau pour Philippe Collet. Il est sûr, Philippe Collet, d'avoir une médaille et d'aller sur le podium ce soir. Il est en train de s'expliquer actuellement avec les frères Boubka, Vassili et Sergueï. Bien, résultat sans doute dans notre dernier journal. Il y a 20 ans, les Beatles, 4 garçons dans le vent, donnaient leur dernier concert, 20 ans déjà. Hier, on vendait quelques-uns de leurs objets aux enchères, les amateurs se faisaient rares. Les Beatles sont un peu oubliés, alors nostalgie, avec pour cet anniversaire des images commentées par Bruno Ledreff. Regardez bien, ces images sont inédites en France, c'était il y a 20 ans, la dernière tournée des Beatles. Le 29 août 1966, dernier concert à San Francisco. Il en reste un disque pirate, mais pas d'image. Toutes les larmes du corps pour pleurer de l'avoir manqué, mais entre nous, c'était pas terrible. Les Beatles, ce jour-là, étaient assez fatigués. C'était la fin de leur tournée. Et d'abord, le concert n'était pas plein. Il y avait des problèmes au niveau de la vente des billets qui étaient trop chers pour l'époque. Et puis les Beatles n'avaient plus de contact véritablement avec leur public, le son était mauvais. On peut pas dire que le dernier concert des Beatles est leur meilleur concert. Et puis Jude est arrivé, les Beatles se sont disputés, fini les parties de piscine, fini les booms, les slows langoureux. À Paris, un seul souvenir, l'Olympia. L'Olympia où un soir de 65 ils sont passés et où on avait tellement peur à l'Olympia que ça ne marche pas qu'on les avait mis en sandwich entre Trini Lopez, connue pour la Bamba, et Sylvie Vartan qui faisait la carrière yéyé qu'on sait. Et les Beatles avaient provoqué le délire. Ça s'était passé comment? Eh bien, il y a une chose bizarre, c'est que dans tous les pays du monde où ils jouaient, il y avait des filles dans la salle qui hurlaient. À Paris, à l'Olympia, il n'y avait que des garçons. Le rock en France intéresse les hommes.
Bon allez, je vais vous dire la vérité. La dernière des Beatles, c'était en fait sur le toit de leur immeuble en janvier 69. On fêtera ça dans 3 ans. Les Français et l'an 2000, c'était le sujet d'une étude de l'INSEE. L'étude a été publiée aujourd'hui et révèle que les plus de 60 ans seront 12 millions, qu'il y aura 1 million de personnes âgées de plus de 85 ans. La France va vieillir et la solitude gagnera aussi du terrain. Pas très réjouissant a priori. Alors nous avons fait de la fiction et imaginé ce reportage sur la vie quotidienne en l'an 2000. La France de l'an 2000 a vieilli. Au baby-boom des années 50-60 a succédé le papy-boom de la fin du siècle. Sur 59 millions de Français, 12 millions ont plus de 60 ans et 1 million plus de 85 ans. En l'an 2000, Brigitte a 37 ans, l'âge moyen des Français. Comme beaucoup, elle n'est pas mariée. Je suis seule. Oui, c'est vrai, je suis seule. Bah, vous savez, les hommes aujourd'hui, il y en a de moins en moins. C'est la solitude alors? Non, j'ai un fils, j'ai Guillaume. Et puis je sais qu'il va durer. Enfin, bon, ce que je veux dire, c'est qu'ils restent tellement longtemps chez leurs parents que finalement, il faut qu'on les marie. Pour être tranquille, il faut qu'on leur trouve nous-mêmes une petite amie. Brigitte va à son travail en voiture. Près des 3/4 des Français possèdent une automobile, malgré la forte concurrence des transports en commun. Les femmes sont presque aussi nombreuses que les hommes à avoir un emploi, surtout dans les bureaux et dans les services. En 15 ans, les modes de consommation ont changé. Le premier poste de dépense, juste devant le logement, c'est la santé. Les Français lui consacrent le 5e de leur budget. En revanche, on s'habille décontracté et bon marché, jeans et baskets sont toujours là. Et l'on économise en temps et en argent sur la nourriture. Et tout de même, la bonne bouffe, c'est resté, non? Oui, enfin, pas vraiment. On mange moins. Vous savez, je me casse pas la tête. Les surgelés, les conserves, les plats tout préparés, pratique, très pratique. Et le ragoût, le cassoulet, les quenelles? Ah non, non, écoutez, j'ai pas le temps, c'est lourd, et puis ça endort les hommes. Alors... La Française de l'an 2000 a du temps libre. Elle dépense chaque année un peu plus pour ses loisirs. Elle regarde la télé 4 heures par jour et elle fait du sport. Et finalement, vous êtes contente? La vie est belle? Oui, oui, je travaille moins. Alors je fais du sport. Faut que je me fatigue. Faut que je m'entretienne. C'est le problème. Et puis il y a les télés. Alors maintenant, on a 25 chaînes. Alors, Dallas continue. Le petit-fils de Gia est très sympa. Mais les maigris, c'est terminé. On a tout épuisé sinon. Attendez, c'est l'heure. Justement. Madame, Monsieur, bonsoir. Voici les titres de cette édition du journal de 20h. Premier titre, la réforme de l'audiovisuel. Ce sera la 12e réforme. Depuis 1975, le gouvernement veut créer une chaîne de service public, une chaîne de référence, dit le Premier ministre. Oh non! Le député de Lyon affirme qu'il reste le 3e mariage de Stéphanie de Monaco. Elle va épouser Marcel Robert Dounin, le fils du célèbre milliardaire. Voilà, ce sont les titres de cette édition. Finalement, il est encore resté mignon, même à 50 ans. Ah bon. Brigitte, c'est à vous pour la météo. Et figurez-vous qu'ils sont encore là. Ah oui, là je parle des nuages, puis ils seront là encore dans 14 ans, ça n'en doutez pas, ils seront nombreux. Et pourtant pour demain, eh bien, on a une amélioration, une amélioration, et je vous propose de regarder la carte donc de prévision pour demain, avec des éclaircies qui se développent de plus en plus sur notre carte. Si on ne l'a pas, je vous la raconte, il faudra me croire sur parole. Donc je pense qu'elle va apparaître, cette carte, c'est cela. Des éclaircies donc qui vont se développer à l'ouest de la Bretagne au Pays de la Loire, aux Charentes, Aquitaine, Landes, Massif central. Éclaircies également
vraiment et même du vrai beau temps sur la Méditerranée parce que le Mistral et la Tramontane continuent de souffler et de balayer le ciel avec encore quelques résidus nuageux sur la Corse. Et puis, région où les nuages resteront nombreux, la Normandie, le Nord, la Picardie, le bassin parisien, la Bourgogne-Franche-Comté, jusqu'aux Alpes du Nord où on peut s'attendre à avoir des averses de neige dès 1600 mètres. Et il fera encore froid, frais en tout cas pour la saison. Regardez les températures qui iront de 13 à 17 degrés, pas plus sur la moitié nord, et de 15 à 27 degrés sur la moitié sud, mais toujours sur la Corse seulement 27 degrés, sinon 22 à 25 sur le sud. Et puis demain c'est encore la rentrée, les routes seront encore chargées. Essayez de ne pas partir entre 6h et 15h, cela est valable pour les côtes atlantiques et bretonnes, mais également pour le littoral méditerranéen. Alors demain, 30 août, samedi, le soleil se lèvera à 7h05, se couchera à 20h36, 3 minutes donc de soleil en moins, et ce sera tout doucement la Saint-Fiacre. 30 août 86. Dernier journal à 22h50 après Apostrophe avec Philippe Arouard. À demain 20h. Bonsoir. Merci.